L'histoire commence dans l'atmosphère austère mais pleine d'espoir de l'Union soviétique de 1959. 9 jeunes étudiants, passionnés de ski de fond et de randonnée extrême, se préparent pour le défi de leur vie. Igor Dyatlov, un leader naturel de 23 ans, a méticuleusement planifié cet itinéraire à travers l'Oural. Le groupe est composé de 7 hommes et 2 femmes, tous des experts certifiés. Sur les photos de leur journal de bord, on les voit rire, partager du thé et braver le vent. Ils ignorent que ces images seront les dernières preuves de leur existence. Leur objectif est d'atteindre le mont Otorten, mais pour les tribus Mansi locales, ce nom signifie une chose bien précise. N'y allez pas. Le 1er février, alors que le jour décline, le groupe commence l'ascension de la face du Kholat Syakhl. Les conditions météo se dégradent brutalement. La visibilité devient nulle. Au lieu de redescendre vers la lisière de la forêt pour s'abriter des vents hurlants, Dyatlov prend une décision étrange. Installer la tente en plein milieu d'une pente exposée. Pourquoi prendre un tel risque? Était-ce pour ne pas perdre l'altitude gagnée? Ou fuyait-il déjà quelque chose qui les attendait en bas? Ils s'installent, écrivent une dernière note humoristique dans leur journal mural, le journal du soir, et se glissent dans leur duvet. Le silence de la montagne est sur le point d'être brisé par une horreur sans nom. Quelque part entre minuit et 2 heures du matin, l'inimaginable se produit. Ce n'est pas un bruit progressif, mais une menace subite qui déclenche une panique primitive. À l'intérieur de la tente, les étudiants ne cherchent même pas à ouvrir la fermeture éclair. Dans un geste de désespoir absolu, ils déchirent la toile de la tente avec des couteaux et se jettent dans la nuit polaire. Il fait moins 30 degrés. Ils ne sont pas habillés. Certains sont en chaussettes. L'un est totalement pieds nus. Il court vers la forêt, descendant une pente de 1,5 km. Les enquêteurs se poseront plus tard la question fatidique. Qu'est-ce qui peut être plus effrayant que de mourir gelé dans la neige? Le silence retombe sur le campement dévasté. Des jours passent. Inquiètes de ne pas recevoir le télégramme promis, les familles alertent les autorités. Le 26 février, l'équipe de secours découvre la tente. Elle est à moitié effondrée, recouverte de neige. Mais les objets personnels sont là, chaussures, manteaux, nourriture. Les traces de pas mènent vers le bas. Sous un grand cèdre, ils trouvent les 2 premiers corps, Yuri Doroshenko et Yuri Krivonichenko. Ils ne portent que leurs sous-vêtements. Leurs mains sont en sang, la peau arrachée, car ils ont essayé de grimper à l'arbre avec une force désespérée. Autour d'eux, les restes d'un feu de camp dérisoire. Entre le cèdre et la tente, les secouristes découvrent 3 autres corps, dont celui d'Igor Dyatlov. Sa position indique qu'il essayait de ramper vers la tente, vers le salut, avant d'être figé par le froid. Son corps ne présente aucune blessure externe majeure, tout comme celui de Zinaïda Kolmogorova. Pourtant, leurs visages sont marqués par une expression de terreur pure. On dirait qu'ils luttaient contre un ennemi invisible qui drainait leur vie à chaque mètre parcouru. Mais le pire restait à venir, caché sous 4 mètres de neige dans un ravin proche. En mai, la fonte des neiges révèle les 4 derniers randonneurs. C'est ici que le mystère médical défie toute logique. Nicolas Thibault Brignol a le crâne écrasé, une fracture si interne qu'elle ressemble à l'impact d'un accident de voiture à haute vitesse, mais sans aucune lésion sur la peau. Lyudmila Dubinina est retrouvée dans une position atroce. Ses côtes sont brisées. Son cœur a subi une pression immense. Et surtout, il lui manque la langue et les globes oculaires. L'autopsie révèle que ces blessures ont été causées par une force cinétique immense, bien supérieure à ce qu'un être humain pourrait infliger.
L'enquête soviétique prend alors une tournure étrange. Les experts découvrent que les vêtements des victimes sont hautement radioactifs. De plus, plusieurs témoins, y compris d'autres groupes de randonneurs et des militaires, rapportent avoir vu des orbes oranges étranges naviguer dans le ciel cette nuit-là. Le procureur Lev Ivanov, d'abord sceptique, commence à croire à une implication militaire ou extraterrestre. Mais soudain, l'ordre tombe d'en haut. L'affaire est classée. La conclusion officielle: une force élémentaire irrésistible. Le dossier est envoyé dans les archives secrètes, interdit au public pendant des décennies. Depuis 60 ans, les théories s'affrontent. Certains parlent d'une petite avalanche de plaques. Mais cela n'explique pas les blessures ni la fuite sans vêtements. D'autres évoquent les infrasons produits par le vent sur la montagne, qui auraient causé une psychose collective. Les plus audacieux parlent du Menk, le yéti sibérien qui aurait protégé son territoire. Enfin, la piste militaire reste la plus crédible pour beaucoup. Le groupe aurait pu être le témoin involontaire d'un test de missile secret, et les orbes oranges n'étaient que des ogives expérimentales. Aujourd'hui, le col Dyatlov reste un lieu de pèlerinage pour les amateurs de mystère. 9 destins brisés, 9 familles sans réponse. Les photos jaunies nous montrent des jeunes gens pleins de vie, figés à jamais dans la glace de l'Oural. La montagne a gardé son secret, et malgré les technologies modernes, personne n'a pu expliquer avec certitude ce qui a poussé ces experts à courir vers leur propre mort. Peut-être que certaines vérités sont destinées à rester enfouies sous le permafrost, là où le vent hurle encore les noms de ceux qui ne sont jamais revenus.